Le 24 février 2022, à la surprise générale, la Russie envahissait l'Ukraine. Le 6 août 2024, c'était l'Ukraine qui lui rendait visite à son tour sur son propre territoire. L'affront ultime, les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière russe et sont entrées dans l'oblast de Koursk. En Russie, le gouverneur déclare l'état d'urgence dans l'oblast de Koursk et décrit la situation comme très difficile. Le président russe a décrit cette incursion comme une provocation. À Kiev, pas de commentaires comme d'hab. Pourtant, c'est pas la première fois que l'Ukraine mène des opérations militaires sur le territoire russe. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui? Ça fait des mois que des milices de déserteurs russes se sont formées pour combattre l'armée russe de l'intérieur. Ils sont soutenus par les renseignements ukrainiens et réalisent des opérations de sabotage très audacieuses pour ralentir l'effort de guerre de la Russie. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tout simplement que pour la première fois depuis le début du conflit, c'est l'armée ukrainienne qui a pénétré le territoire russe. Les forces terrestres conventionnelles sont actuellement à l'œuvre, appuyées par l'artillerie mobile et des escadrilles de drones pour s'emparer de l'oblast de Koursk en Russie. Sur cette carte, on voit clairement qu'ils avancent dans deux directions différentes. Cette manœuvre a pris tout le monde au dépourvu, y compris l'état-major russe qui s'emploie désormais à stopper l'offensive ukrainienne. Il est clair qu'il s'agit de quelque chose de complètement nouveau. C'est une opération militaire à grande échelle. Ruslan Pukov, directeur du think tank KAST, basé à Moscou. Le comble de l'hypocrisie, c'est que le gouvernement russe a appelé la communauté internationale à condamner cette opération qu'ils décrivent comme un acte d'agression. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement les attaques criminelles du régime de Kiev sur le territoire de la Fédération de Russie. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Vraiment culotté de la part des responsables de l'invasion de l'Ukraine et de la mort de centaines de milliers de soldats des deux côtés. Qu'importe, l'armée ukrainienne progresse en Russie. Par exemple, dans cette vidéo, on voit un drone ukrainien abattre un hélicoptère d'attaque russe Mi-28. Dans cette autre vidéo, on voit plusieurs dizaines de soldats russes déposer les armes et être faits prisonniers par les forces ukrainiennes. Si nous, on a vu ces images, alors tu doutes bien que les Russes aussi. Ça a dû les choquer. Qui aurait imaginé que l'Ukraine finirait par prendre le dessus? Fallait voir la tête de Poutine durant la réunion d'urgence qu'il a convoquée, au cours de laquelle le chef d'état-major Valery Gerasimov décrivait la percée de l'armée ukrainienne sur le territoire national. Pour ne pas perdre la face, il a fallu changer le discours officiel pour qu'il colle aux nouveaux paramètres. À partir de ce moment, l'opération militaire spéciale doit acquérir un caractère ouvertement extraterritorial. Il ne s'agit plus seulement d'une opération visant à reconquérir nos territoires officiels et à punir les nazis. Il est possible et nécessaire d'aller sur les terres de l'Ukraine encore existantes, à Odessa, à Kharkiv, à Dnipropetrovsk, à Kiev et au-delà. Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Donc, qu'est-ce qui a changé? Comment est-on passé d'une offensive russe en Ukraine à une contre-offensive ukrainienne en Russie? Jusqu'où comptent aller les forces ukrainiennes et quel est leur objectif militaire? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu veux participer à l'aventure Diplometrix, tu peux aussi te rendre sur la plateforme de financement participatif Tipeee, pour laquelle je te laisse le lien dans la description. Allez, c'est parti! Rien que les 4 premiers jours, les troupes ukrainiennes ont avancé de 35 km. D'ici à ce que cette vidéo sorte, ça pourrait être encore plus. Actuellement, les Ukrainiens contrôlent environ 25 localités russes. Ça peut paraître dérisoire, mais à titre de comparaison, en 2024, les Russes n'avaient conquis que 260 km² de territoire ukrainien. En 4 jours, les Ukrainiens ont réussi à sécuriser environ 150 km² en territoire russe. Selon des sources sur le terrain, on aurait aperçu des chars ukrainiens à des distances encore plus importantes derrière la frontière côté russe. Clairement, l'Ukraine a mis le paquet pour garantir le succès de cette opération. On a identifié au moins 2 brigades ukrainiennes, la 22e brigade mécanisée et la 82e brigade d'assaut aérien. Ce sont parmi les meilleures unités de l'armée ukrainienne, surentraînées et équipées de matériel de pointe comme les blindés de combat Bradley et les blindés de transport Strykers fournis par Washington. C'est un détail important parce que ça prouve que l'Ukraine consacre des ressources importantes à cette offensive. La contre-offensive ukrainienne de 2023 s'était soldée par un échec, en partie du fait que l'état-major ukrainien avait décidé de déployer des brigades nouvellement formées. Or, cette fois-ci, les forces armées ukrainiennes ont appris de leurs erreurs. Elles ont décidé d'envoyer leurs meilleures unités, les plus expérimentées sur le terrain.
D'où l'envoi massif de blindés ukrainiens en Russie, une première depuis l'opération Barbarossa en 1941. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les Ukrainiens ont aussi envoyé des drones et du matos de guerre électronique, son artillerie mobile et des systèmes de défense anti-aérienne. Or, les systèmes de défense anti-aérienne, c'est quand même un peu étrange parce que ça colle pas trop avec l'idée qu'on se fait d'une opération éclair où l'on entre et l'on sort très rapidement d'une zone ennemie. Ça indique plutôt une volonté de la part de Kiev de pérenniser sa présence militaire sur le territoire russe. Bref, le recours à leurs meilleures brigades et aux équipements les plus performants a conduit à déstabiliser le Kremlin et à réaliser la percée la plus significative depuis fin 2022, Ukraine et Russie confondues. Incroyable quand on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Russie repoussait l'armée ukrainienne sur plusieurs fronts, à Donetsk, à Zaporizhzhia et à Kharkiv. Est-ce que ça aurait pas été plus judicieux et logique de la part de l'état-major ukrainien de consolider leur position défensive plutôt que de s'aventurer en Russie ? Il n'est pas possible pour l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front. Ils doivent stabiliser la ligne de front dans le Donbass. Nick Reynolds, chercheur spécialisé en guerre terrestre au Royal United Services Institute de Londres. On t'en parlera plus tard, mais on dispose d'ores et déjà de quelques indices. Déjà, les renseignements ukrainiens, appuyés par l'imagerie satellite occidentale, ont réussi à déterminer les failles dans les lignes de défense russes. À certains endroits, il n'y avait ni artillerie, ni chars, étant donné que pratiquement tous les effectifs militaires russes étaient déployés en Ukraine. Donc, les quelques gardes-frontières russes ont rapidement été débordés par la puissance de feu ukrainienne. D'ailleurs, les troupes ukrainiennes avancent à une telle vitesse qu'on ne sait pas réellement où elles se trouvent. Faut donc prendre toutes les infos avec des pincettes. Le truc incroyable, c'est que personne, absolument personne, hormis l'état-major ukrainien, ne s'attendait à une opération d'une telle ampleur. À la guerre, l'effet de surprise confère toujours un avantage considérable. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette contre-attaque surprise? Est-ce un stratagème audacieux et prometteur, ou s'agit-il d'une imprudence, d'un cri du désespoir face au récent succès militaire de l'armée russe en Ukraine? On t'explique tout. L'opération de la dernière chance? Pour l'instant, l'offensive ukrainienne dans l'oblast de Koursk en est encore à sa phase initiale. Que compte-t-il faire? Personne ne le sait encore. Mais plusieurs hypothèses sont sur la table. Par exemple, certains spécialistes suggèrent que l'Ukraine tente de couper les exportations de gaz russe en s'emparant de la station de transfert de Soudja, l'une des principales plateformes d'acheminement de gaz vers l'Europe. Oui, parce que malgré les sanctions occidentales, certains pays européens continuent à bénéficier du gaz russe bon marché. On estime qu'environ 40 millions de mètres cubes de gaz y transitent tous les jours, ce qui permet de renflouer un peu les caisses du Kremlin. D'ailleurs, on observe une flambée des prix sur les marchés européens du gaz, surtout depuis l'annonce de l'offensive ukrainienne. Mais honnêtement, on n'y croit pas trop. Ça représente une énorme prise de risque pour un résultat pas franchement déterminant sur le cours de la guerre. Ils auraient pu attaquer cette installation à distance avec des tirs de missiles et d'artillerie, ou alors tenter une opération de sabotage. Pas besoin d'envahir non plus la Russie pour ça. Pareil, on n'a pas l'impression qu'ils cherchent à sectionner les principales artères de communication du pays. Du coup, on va voir les trois hypothèses qui nous paraissent les plus vraisemblables pour expliquer le coup de génie ou de folie de l'état-major ukrainien. La première hypothèse, c'est que les Ukrainiens cherchent à faire diversion et à forcer les Russes à éparpiller leurs troupes afin de relâcher la pression sur le front oriental, à Donetsk, dans le Donbass. L'idée, c'est d'éviter la chute de plusieurs villes stratégiques comme Toretsk ou Pokrovsk à quelques semaines de l'automne, période durant laquelle les offensives ralentissent et baissent en intensité en raison du froid et de la pluie. Ça envoie aussi le signal à Moscou qu'il faut renforcer les lignes de défense aux frontières, forçant l'armée russe à mieux répartir les troupes, soulageant ainsi la ligne de front russo-ukrainienne. La deuxième hypothèse, c'est que les Ukrainiens souhaitent occuper temporairement ce territoire et fortifier la ville de Koursk, la capitale de l'oblast où vivent 400 000 Russes. Enfin, un peu moins, vu les images qui nous parviennent, de milliers de réfugiés sur les routes fuyant les combats. L'objectif de cette manœuvre, c'est d'avoir un levier de négociation. Comme ça, le jour où les Russes et les Ukrainiens voudront conclure un accord de cessez-le-feu, Kiev sera en position de force. Donald Trump et Kamala Harris sont tous les deux à la recherche d'une solution plus ou moins rapide pour sortir du conflit. Le gouvernement ukrainien sera soit forcé, soit encouragé à négocier avec Moscou. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир. Справедливий мир через справедливу силу.
Et puis, il y a aussi la charge symbolique. Cette incursion pourrait enfin permettre aux Russes de comprendre que cette guerre est sans fin. Pareil du point de vue politique. Comment le Kremlin va-t-il réussir à justifier à la population qu'après 2 ans de guerre, et malgré les épreuves endurées, des chars ukrainiens sillonnent le territoire national? C'est humiliant pour Poutine. Bref, voici venu le moment de la 3e hypothèse et qui nous paraît être la plus probable. Ça va pas fort pour l'Ukraine ces derniers mois. On a largement couvert le sujet sur Diplo. En même temps, c'est une surprise pour personne. On savait que l'année 2024 allait être difficile entre les retards de livraison de matériel, le blocage républicain au Congrès US pour l'aide à l'Ukraine, l'usure après 2 ans de guerre, la pénurie de soldats, etc., etc. On espérait surtout que l'armée ukrainienne réussirait à résister et à se regrouper pour lancer une nouvelle contre-offensive au printemps 2025. Mais l'armée russe y a aussi vu une opportunité pour affaiblir l'ennemi, d'où les attaques récurrentes et incessantes. Surtout qu'après 2 ans de conflit, la communauté internationale et l'opinion publique commencent à se désintéresser du conflit. Or, c'est précisément ce dont a besoin l'Ukraine, de l'aide internationale, que ce soit le volet financier, militaire ou humanitaire. L'arrivée éventuelle au pouvoir de Donald Trump et de son colistier J.D. Vance, indifférent au sort des Ukrainiens, ne présageait rien de bon pour le pays assiégé. Les piètres résultats de la campagne électorale de Biden faisaient craindre le pire. C'est pour ça qu'on pense que l'état-major ukrainien a planché en secret sur des plans pour lancer une attaque surprise en Russie. L'objectif étant de donner le moral aux troupes ukrainiennes, mais aussi de remobiliser les alliés occidentaux en leur montrant qu'une victoire est encore à portée de main. Et quel meilleur moyen d'y parvenir qu'en envahissant la Russie? Le gouvernement ukrainien veut changer de dynamique et de narrative stratégique. Et c'est pour cela qu'il a dirigé cette opération. Mike Ryan, ex-général de division australien. On comprend donc mieux que l'objectif premier de cette contre-offensive en territoire ennemi n'est pas militaire mais politique. Il s'agit de terminer l'année sur une victoire et non un échec. Évidemment que rien n'est aussi simple. Peut-être qu'aucune de ces hypothèses n'est juste. Ou bien peut-être qu'elles le sont toutes les 3 à la fois, à des degrés divers. Mais ce qui est certain, c'est que cette décision est intervenue à un moment clé pour l'Ukraine. L'incursion ukrainienne derrière les lignes ennemies nous réserve probablement quelques surprises, mais certains expriment déjà leur scepticisme. L'armée ukrainienne avait déjà du mal à contenir la progression des Russes, précisément parce qu'elle manquait d'hommes et de munitions. Les troupes ukrainiennes n'ont pas vraiment eu l'occasion de se reposer depuis le début de la guerre et pour certains depuis 2014. Donc vont-ils réussir à tenir le front derrière les lignes ennemies? Surtout que la réaction du Kremlin est à la hauteur de l'humiliation. La Russie annonce l'envoi de renforts militaires dans l'oblast de Koursk pour contrer l'incursion ukrainienne. Bref, cette décision de Kiev cause la controverse parmi ses alliés. Compte tenu des pressions défensives ailleurs, la justification stratégique de cette opération à l'heure actuelle est difficile à comprendre. Mike Ryan, ex-général de division australien. Après, l'état-major ukrainien a l'air sûr de son coup. Il justifie son intervention en expliquant que l'offensive russe est probablement en train de s'essouffler après plusieurs mois de combats acharnés et l'arrivée de l'automne devrait figer les positions. 10 années de pratique de la guerre montrent que le potentiel offensif d'un camp ne dépasse pas les 2 mois. Les opérations offensives russes approchent des 3 mois. Il y aura donc un certain déclin. Kirillo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien. Surtout que très récemment, on a pu constater l'arrivée des premiers F-16 dans le ciel ukrainien. Alors même s'ils seront surtout chargés d'assurer la défense de l'espace aérien ukrainien, ils devraient prochainement réaliser des attaques air-sol pour repousser les forces terrestres. Mais en attendant, ils devront se contenter d'abattre les chasseurs bombardiers et les hélicoptères d'assaut russes, ainsi que les missiles et les drones ciblant les villes et les infrastructures civiles. Encore une fois, on interprète cette opération militaire comme un coup de poker pour inspirer les Ukrainiens, effrayer la Russie et remobiliser les alliés occidentaux de l'Ukraine. Vont-ils atteindre cet objectif? Seul le temps nous permettra de le dire. Mais on espère pour eux que ce n'est pas une erreur stratégique monumentale. Ok, à faire plier. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et on te dit à très bientôt.